Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence du Salon S'Expatrier 2022, une conférence qui vous donnera toutes les pistes pour aller travailler en Allemagne. Et notre invité est à distance, c'est Agnès Carabi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet au service des relations publiques et des médias à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. Alors, j'ai quand même une toute première question, puisque vous êtes la première ambassade à intervenir aujourd'hui, c'est comment une ambassade, quels sont les services que l'on peut trouver dans une ambassade pour des futurs expatriés? Alors, une ambassade, ça se présente pratiquement presque comme un gouvernement. Vous avez différents services. Vous avez les services politiques, économiques, social, les militaires, le service de presse, par exemple, dont je fais partie. On est situé dans différents bâtiments dans Paris et c'est unique. Une ambassade ne se trouve que dans la capitale d'un pays. D'accord. Et il y a tout un système d'actualité et puis il y a différents organismes à l'intérieur. Hein. C'est une organisation complexe. Il y a la partie politique, économique. Il y a un organigramme que l'on voit d'ailleurs qui montre que ça englobe l'intégralité de fonctionnement d'un gouvernement. Tout à fait, c'est ça. Et nous sommes l'ambassade d'Allemagne à Paris est assez grande puisque c'est une des deuxième ou troisième plus grandes au monde. Nous sommes 185 personnes à y travailler, dont à peu près 85 personnes locales. Les autres, ce sont du personnel envoyé qui sont en rotation pendant 3-4 ans et qui changent de pays et parfois de continent et de service aussi. Et ça permet d'avoir toutes les informations sur le pays. Tout à fait. Nous informons le grand public sur toutes les relations franco-allemandes, sur les relations économiques franco-allemandes, relations culturelles. Nous avons pour cela mis en place une communication sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Nous communiquons avec des tweets. Donc chacun peut être informé en français sur ce qui se passe en Allemagne. Alors, je rappelle à tous ceux qui nous suivent que c'est une conférence interactive, que vous pouvez poser vos questions sur le petit icône qui est en bas à gauche de la fenêtre de streaming et nous y répondrons au fur et à mesure. Mais en tout cas, sachez que pendant les 15 dernières minutes de cette conférence, nous répondrons à un maximum de questions. Donc, n'hésitez pas à les poser. Je les lirai directement sur cet ordinateur qui est à côté de moi, parce que je sais que vous avez plein de questions. Alors, l'Allemagne, Madame Carabi, est un grand partenaire de la France, un partenaire européen. Il y a-t-il dans ce pays de nombreuses opportunités pour les Français? Et tout d'abord, comment présenter le pays en quelques chiffres? Alors, en quelques chiffres, il faut savoir que la population est plus nombreuse que celle de la France. On a 83 millions d'habitants. Sur un territoire beaucoup plus petit que la France, alors qu'on pourrait penser le contraire. Et vous avez un taux de chômage qui était avant donc la guerre en Ukraine autour de 5,3%, ce qui est très peu. Donc vous avez des lenders avec un taux de chômage encore plus bas, ça veut dire qu'on était arrivé pratiquement en plein emploi dans certains lenders. Le taux de chômage est aussi également très bas pour les jeunes. Donc c'est quelque chose, c'est une opportunité quand on peut travailler en Allemagne puisqu'il y a des offres d'emploi à pourvoir. Voilà, est-ce qu'il y a des régions qui sont plus dynamiques que d'autres? Tout à fait. Vous avez le sud de l'Allemagne qui est très dynamique, la Bavière, le Bade-Württemberg, Berlin, contrairement à ce qu'on pense, a un taux de chômage un peu plus élevé. Vous voyez, c'est même le plus élevé parce que ce n'est pas une région qui a des sièges d'entreprises, des sièges sociaux, par exemple. Et le plus bas, c'est en Bavière, 3,3%, donc plein emploi. Vous avez beaucoup d'opportunités, vous avez des entreprises de toutes sortes qui ont leur siège social dispersé sur tout le territoire allemand. Ça ne fonctionne pas du tout comme en France où la plupart des entreprises sont quand même centralisées à la capitale. Est-ce un pays qui recrute et quelles sont les opportunités et quels sont les métiers les plus demandés? Tout à fait. L'Allemagne recrute déjà depuis un certain nombre d'années. Elle doit faire face à une démographie en berne et de ce fait, les personnes qui partent à la retraite ne sont pas remplacées.
Donc, vous avez des offres d'emploi tout à fait pertinentes pour les gens qui sont qualifiés. Donc, dans tous les domaines, que ce soit les ingénieurs, les ouvriers, les domaines de la logistique, le domaine de la médecine, tout ce qui est informatique. Vous trouverez ces exemples, par exemple, sur le site du gouvernement allemand qui s'appelle makeitingermany.com. Et on vous explique dans plusieurs langues, et donc en français, comment trouver un emploi en Allemagne, comment s'installer, ce qu'on attend de vous pour remplir vos compétences. Donc, je vous entends bien, la première bonne adresse est www.makeitingermany.com avec bien sûr des petits tirets entre chaque mot. C'est un site complet. On y trouve également une bourse d'emploi, j'imagine. Tout à fait. On vous donne le lien direct vers la Jobbörse en Allemagne. Donc la première slide, c'est une information en allemand. Mais voilà, vous pouvez trouver aussi en anglais des informations. D'accord. Et donc pour les profils, donc est-ce qu'il y a une volumétrie de nombre de personnes qui sont recherchées? C'est quoi aujourd'hui le métier qui serait le plus recherché en Allemagne? Je pense que la logistique et aussi dans la santé et les ingénieurs. Là, ce sont vraiment les trois secteurs qui recrutent énormément. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué les régions. Il y a une différence par région. Moi, c'était une question au niveau des entreprises qui recrutent. Pareil, c'est par région. Il y a des entreprises qui sont installées avec des besoins particuliers. Oui, vous avez dans le sud de l'Allemagne des entreprises high-tech. Vous avez la pharmacie. Tout le monde connaît maintenant BioNTech, par exemple pour le vaccin. Vous avez dans le Bade-Württemberg les voitures. Alors, tout le monde peut aussi s'inscrire pour les voitures. Elles ont un défi à relever, notamment pour passer à la voiture électrique. La Rhénanie du Nord-Westphalie, qui a d'énormes entreprises, une région très dynamique aussi. Et vous voyez qu'il y a aussi également des entreprises françaises qui se sont installées, notamment Decathlon, qui a développé sa plus grande plateforme logistique à Düsseldorf. Hambourg, très dynamique, puisque c'est le deuxième port européen. Et Francfort. Voilà, c'est plus les régions, c'est des villes. Il y a des villes particulièrement attractives, alors. Voilà, c'est ça. Francfort, si vous voulez travailler dans la finance, dans l'assurance, évidemment, c'est la ville par excellence. Et Berlin, comme je le disais, c'est beaucoup moins d'entreprises, mais par contre, c'est bien pour l'entreprise créative, les musiciens, les créateurs, les startups. D'accord. Alors, une question quand même qui doit être posée, c'est, voilà, faut-il maîtriser l'allemand pour partir travailler en Allemagne? Et oui, pas dans tous les secteurs. Il y a certains secteurs, par exemple, dans l'ingénierie et l'informatique, ou même les assurances, vous pouvez vous débrouiller en anglais. Il y a quand même beaucoup d'Allemands qui parlent très bien anglais et dans les grandes villes, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous travaillez pour une toute petite PME hyper dynamique, vous pourriez avoir des problèmes pour comprendre vos collègues. Et puis pour signer des contrats de location, c'est quand même mieux de savoir ce que l'on signe si le contrat de location est en allemand, par exemple. Donc, il faut montrer, si vous ne parlez pas allemand, il faut montrer que vous avez envie d'apprendre la langue à votre employeur et de suivre des cours. Ça, c'est tout à fait possible. D'accord. Et donc, globalement, on demande au minimum un niveau B1, B2, c'est ça, grosso modo. Tout à fait. Oui, voilà. D'accord. B1, B2, c'est le niveau recommandé. Voilà. Et vous pouvez aider, vous pouvez déjà donner un conseil pour apprendre la langue allemande? Alors, si vous êtes étudiant ou n'avez pas trop d'argent pour suivre les cours d'allemand, vous avez les tandems qui se font partout en Allemagne et maintenant en France. Vous recherchez une personne qui parle le français, qui veut faire une conversation française et vous une conversation allemande. Ça, c'est quelque chose de très dynamique. Mais vous avez aussi, évidemment, l'Institut Goethe. Vous avez des informations sur le site de l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui propose aussi la plateforme Parcours pour apprendre la langue allemande. Et pour l'Île-de-France, vous avez une plateforme qui apprend avec les films qui s'appelle kios.fr. Il faut habiter en Île-de-France pour y avoir accès. Et oui, c'est quelque chose aussi d'assez nouveau. Après, il y a plein d'applications et il faut prendre des cours. C'est mieux. Surtout que si vous êtes inscrit, par exemple, à Pôle emploi en recherche d'emploi
emploi, vous avez le droit à des heures de cours d'allemand, par exemple, payées par Pôle emploi avant de partir. D'accord. Il faut le dire, c'est quand même une langue rare aujourd'hui. De moins en moins de petits Français prennent option allemand à l'école. Et oui, malheureusement, on apprend la langue par rapport à l'endroit où on veut aller passer ses vacances. C'est un peu ça. Donc, il y a encore assez peu de Français qui partent en Allemagne. Ils vont notamment à Berlin. Ils pensent qu'on parle anglais à Berlin, donc c'est facile. Mais l'allemand est une langue rare. Vous voyez, on a fait un sondage l'année dernière et seulement 4% de Français parlent vraiment allemand. Commander une bière et du pain, c'est pas un problème, mais tenir une conversation en allemand et s'exprimer, c'est devenu très rare. Donc du coup, tout ce qui est rare est cher. Et ça, c'est quelque chose à mettre aussi dans votre CV. Si vous savez parler allemand, c'est vraiment un plus. Ça veut dire que c'est un atout financier. Ça peut être un atout financier. On peut réclamer jusqu'à 18% d'augmentation de salaire puisque l'employeur fait des économies sur en fait votre formation en langue, sachant que les formations en langue sont assez chères. D'accord. Et donc finalement, quand les Français qu'on part s'installer en Allemagne et qu'on a la maîtrise de la langue allemande, on est presque sûr d'avoir un salaire supérieur à la moyenne. Selon les branches d'activité, selon les secteurs, oui, tout à fait. Par exemple, les logisticiens ou les professeurs sont vraiment beaucoup plus payés qu'en France. Mais bon, concrètement, il y a un long partenariat entre la France et l'Allemagne, donc il y a plein d'échanges. Dommage quelque part à vous entendre que il n'y aurait pas plus de Français en Allemagne. En tout cas, des entreprises allemandes cherchent des Français. Mais comment trouver ces offres d'emploi aujourd'hui? C'est quoi le conseil que vous nous donnez? C'est quoi la meilleure façon de trouver ces offres? Alors pour trouver ces offres, vous avez, si vous parlez allemand, vous rentrez directement sur le marché du travail avec le site de l'agence pour l'emploi allemande qui s'appelle la Jobbörse. Donc c'est jobbörse.arbeitsagentur.de. Et là, vous avez plus de 822 000 postes à pourvoir actuellement, également des postes en alternance. Et ce site internet que je vous propose là, c'en est un autre? L'Arbeitsagentur, c'est l'équivalent de Pôle emploi en fait. Oui. Et vous y avez accès aussi en anglais. Donc là, j'ai mis en anglais pour que chacun puisse aussi voir que ça existe, pas seulement en allemand. Donc cette plateforme, ça c'est vraiment les offres d'emploi sur l'Allemagne. Après, vous avez aussi la possibilité de trouver avec l'Europe. D'accord. C'est-à-dire, c'est autour des programmes où on se fait accompagner par l'Europe. Il y a différents programmes. Aujourd'hui, on peut partir avec Erasmus+, c'est ça? Voilà, tout à fait. Erasmus+ est ouvert à tous. Ce n'est plus réservé aux étudiants. Vous-même, vous pourriez partir, par exemple, faire un Erasmus+ dans une rédaction en Allemagne, si cela vous disait. Donc, Erasmus+, vous avez des informations sur le site selon que vous êtes étudiant en recherche d'emploi, en alternance, que vous êtes dans une institution, dans une entreprise. Il faut que ce soit porté aussi par l'entreprise et la personne. D'accord. Et même quand on est chômeur, Erasmus+, c'est ouvert aux demandeurs d'emploi. Tout à fait, tout à fait. Et là, on vous prend en charge. J'ai vu que c'est vu comme une formation. Pôle emploi peut vous permettre, vous recherche en fait le stage, ce qu'ils appellent une stage ou une formation qui vous correspond. Vous payez les cours de langue, le déménagement, l'entretien, la nourriture sur place. Enfin, c'est quelque chose de quand même incroyable dont vous pouvez profiter. Et donc, vous parliez de l'Europe. Il y a Erasmus+, c'est une chose, et il y a aussi le dispositif EURES, n'est-ce pas? Voilà, EURES, ce sont des euroconseillers, donc ce sont des personnes que vous pouvez trouver dans des instances comme l'APEC, par exemple, pour les cadres, mais aussi à Pôle emploi et dans d'autres institutions. Ce sont des personnes qui ont l'habitude de travailler avec l'Europe et qui vous permettent d'avoir aussi une aide financière. Donc, vous pouvez chercher vous-même un emploi en Europe, et donc là, de ce fait, en Allemagne, et demander une aide financière pour passer l'entretien ou pour déménager ou pour vous installer ou pour suivre des cours. Et EURES TMS, ça s'appelle maintenant, c'est tout nouveau depuis cette année, peut vous donner un financement. D'accord. Mais pour cela, il faut passer par des conseillers, c'est ça? Des conseillers ou la plateforme de EURES TMS. C'est pour avoir des financements individuels. Là, c'est vraiment, c'est vous qui décidez, qui recherchez votre entreprise, qui veut rechercher votre logement. C'est un peu différent, c'est vraiment une aide ponctuelle. Avec Pôle emploi et Erasmus+, là, c'était encadré complètement. D'accord, d'accord. Alors, j'ai l'impression que vous êtes pleine
de bons plans. Est-ce qu'il y a, par exemple, dans le monde de l'éducation, de la recherche, des bonnes adresses également pour ceux qui voudraient partir en Allemagne? Parce que il y a une industrie qui est très dynamique. Vous en parliez tout à l'heure, notamment dans le sud, notamment dans la pharmacie. Oui, tout à fait. Alors, il y a différentes plateformes qui existent, notamment celle, pour les chercheurs. Euraccess.de, donc ça c'est au niveau de l'Europe. Vous avez accès à tous les postes, les postdocs, les postes de recherche, sur l'Europe. Et ensuite, pour les personnes qui peuvent avoir des aides aussi au niveau de votre région. Il faut savoir que les régions donnent de l'argent aussi pour vous aider à partir, à bouger, à une mobilité. Donc vous allez sur euroguidancefrance.org. Selon que vous êtes étudiant, apprenti ou en recherche d'emploi, et selon votre région, vous saurez tout de suite en cliquant sur cette plateforme à quelles aides vous avez le droit. Donc voilà, ça fait énormément de choses. On les mettra en ligne et vous pouvez les retrouver également sur le stand dans les guides à télécharger dans la partie exposant du salon s'expatrier.com 2022. Alors, là, on a les dispositifs, des plateformes, etc. Quel est votre conseil aujourd'hui pour trouver des contacts, pour se lancer dans la recherche d'une offre d'emploi en Allemagne? Alors, directement, les plateformes dont on a parlé tout à l'heure, mais vous avez aussi les salons. Les Allemands sont très friands de salons. Il y a des salons pour toutes sortes de choses, pour l'éolien, pour l'industrie pharmaceutique ou la finance ou que sais-je, c'est assez varié. Donc, allez sur les salons, on peut y aller en ligne maintenant, et là, vous rencontrez les recruteurs, et quand on a l'adresse d'une personne qui recherche, ça va quand même beaucoup plus vite. Vous avez les réseaux sociaux, évidemment, qui se sont très développés, et il y a un réseau social qu'il faut connaître, qui est le concurrent de LinkedIn, qui s'appelle Xing. Et ça, c'est le réseau social allemand par excellence, qui vaut la peine d'être inscrit. C'est celui sur lequel il faut être quand on cherche une entreprise allemande, c'est ça? Voilà, tout à fait. Quand on cherche un poste, son CV en ligne comme sur LinkedIn. Les Allemands n'utilisent pas LinkedIn, en gros. Si, aussi. Un petit peu. Moitié-moitié. Ok, d'accord. Et concernant ceux qui veulent avoir des étudiants qui veulent partir faire leurs études pour pouvoir travailler ensuite en Allemagne, y a-t-il des dispositifs et des bons plans? Là, il y a des bons plans pour les étudiants à tous les niveaux, notamment avec l'Office d'échange universitaire qui s'appelle le DAAD. Vous avez aussi la possibilité, si c'est pas pour étudier, mais que vous quittez en fait votre cursus universitaire ou scolaire, vous pouvez partir pendant jusqu'à 6 mois et vous êtes en fait couvert par l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui signe la convention. C'est à vous de trouver le stage, mais il y en a aussi sur le site de Praxis. Donc vous avez un cadre juridique et c'est pour les 18-30 ans. C'est-à-dire, dites-moi en plus sur ce Praxis. C'est pour les 18-30 ans, c'est hors études? Hors études, voilà, si on veut faire une césure, on a besoin souvent d'avoir une convention et c'est assez compliqué. Et en fait, là, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse qui se porte garant. Voilà, et il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes? Ah oui, il y en a pas mal et on peut même retrouver des stages Praxis, par exemple, à l'Institut culturel français ou dans des écoles françaises. Il y a des entreprises qui sont sur la plateforme. Et maintenant, je crois que c'est en lien direct aussi avec la Chambre de commerce franco-allemande à Paris. En préparant cette conférence, j'ai vu qu'il y avait aussi des plateformes écoles, entreprises. Qu'est-ce donc? Alors c'est une plateforme qui a été mise en place il y a quelques années par le rectorat de Paris, mais maintenant avec différents rectorats en province, et la Chambre de commerce franco-allemande. Et on essaye d'aider les jeunes, qu'ils soient étudiants, élèves ou alternants, à trouver un stage dans une entreprise française en Allemagne ou une entreprise allemande en Allemagne. D'accord. Et puis j'imagine que tous les autres dispositifs européens, volontariat international, VIE, tout ça, c'est très usité pour partir en Allemagne. Ah oui, il faut en profiter absolument. Il y a énormément de solutions. Vous pouvez faire des volontariats écologiques, culturels, sociaux, travailler dans un établissement scolaire, dans une collectivité territoriale, dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement scolaire. Les volontariats il y en a vraiment énormément.
Et les VIE, c'est vraiment autre chose. Ce sont les volontariats en entreprise ou en administration. Et là, par contre, nous, on estime que c'est un peu le jackpot, les VIE et les VIA, parce que vous êtes payés de façon conséquente. Vous ne payez pas d'impôts. Vous avez l'assurance sociale française. Et vous pouvez aider de ce fait une entreprise française à se développer en Allemagne. D'accord. Donc, et il y en a beaucoup d'offres en VIE, VIA sur l'Allemagne? Alors dernièrement, il me semble qu'il y a Ouais. 800 possibilités. Et en fait, ce qui bloque pour les VIE et les VIA, c'est que les personnes ne parlent pas forcément assez bien allemand. Donc les personnes qui ont vraiment un B2, profitez-en. Là, vous avez des offres très intéressantes. Et des opportunités intéressantes. Alors, trouver une entreprise allemande, mais il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont, j'imagine, implantées en Allemagne ou qui veulent se développer en Allemagne. Ah oui, oui, énormément. Vous avez à peu près 2200 filiales françaises qui sont implantées en Allemagne, presque autant que filiales allemandes en France. Et vous avez par exemple 4 sites internet qui sont particulièrement intéressants pour vous. Ce sont des Français qui sont en Allemagne et qui aident en fait à vous intégrer et à trouver un emploi sur place. Donc vous avez emploiallemagne.de, recruteurallemagne.de qui sont vraiment des associations à but non lucratif qui peuvent vous aider, et francoallemand.com et la CCI France, ce sont les chambres de commerce des deux pays en fait qui peuvent vous aider aussi, que ce soit pour trouver un emploi, connaître les entreprises et puis aider les investisseurs. D'accord. C'est un pays économiquement dynamique, qui a des besoins, etc. Il y a des opportunités parce que derrière, on peut créer facilement son entreprise en Allemagne. Voilà, tout à fait. Vous avez en 3 jours, vous pouvez créer votre entreprise en Allemagne. Vous avez un site qui s'appelle existenzgründer.de. Tout est expliqué en français, de A à Z. C'est vraiment extraordinaire que ce soit écrit en français. Et il faut en profiter. Et vous pouvez créer votre start-up ou développer votre entreprise. C'est assez facile. C'est assez facile. Est-ce que c'est facile de créer, facile d'investir? On peut trouver et mobiliser des fonds? Alors là, ce serait plutôt les chambres de commerce qui pourraient vous répondre de façon plus précise. Mais vous avez des plateformes comme la GTAI qui peut vous aider à investir en Allemagne, à trouver les bons interlocuteurs et évidemment les chambres de commerce. Voilà. Alors, on a donné énormément de sites internet. Maintenant, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur. Bon, voilà, j'ai trouvé une offre d'emploi. C'est facile de faire reconnaître son diplôme français, par exemple, auprès d'une entreprise allemande. Comment ça se passe concrètement? Alors concrètement, il y a des équivalences de diplômes au niveau européen, mais on n'a pas tout à fait le même système scolaire. Par exemple, en France, nous avons les BUT, les DUT, le CAPES, les grandes écoles, etc. Il n'y a pas de grandes écoles en Allemagne, il n'y a pas ces diplômes, il n'y a pas la GREG n'existe pas, par exemple. Donc, pour faire reconnaître tous ces diplômes, il existe un site vraiment intéressant à connaître qui s'appelle anabin.kmk.org. Bon, là, je suis désolée, il faut pouvoir parler allemand pour accéder à ce site. Mais on explique en 3 phrases, parce qu'on est obligé d'expliquer à quoi correspond ce diplôme, et ensuite on peut le mettre sur son CV. Vous avez aussi un autre site intéressant qui s'appelle Berufenet, qui regroupe 350 métiers différents. Et dans ces métiers, on vous explique ce qu'on attend de vous dans ce métier, quelle est votre évolution de carrière, quelle peut être votre prétention salariale, quelle est la grille de salaire, quelles sont les conventions salariales. C'est un site très très important. Pour celui qui parle allemand, évidemment, là je suis désolée, si on parle pas allemand, c'est un peu embêtant. Mais il faut savoir qu'il y a des équivalences tout à fait. Mais partons du principe que voilà, je parle allemand, je suis intéressé par une offre, je sais que mon diplôme répond à la demande sur l'offre d'emploi. Voilà. Quel est le conseil que vous nous donnez en matière de CV? Parce que j'imagine que chaque pays a sa propre culture. En France, on aime bien les CV d'une certaine manière. Comment ça se passe pour l'Allemagne? Alors, on va dire que le CV allemand, il est très modeste. Vous avez un CV qui est très structuré. Il n'y a pas trop de logos. Après, évidemment, ça va dépendre si vous postulez pour une start-up, pour de la musique. Vous n'avez pas postulé pareil de façon
équivalente pour un ministère, par exemple, ou pour une entreprise assez stricte ou conservatrice. Il faut connaître en fait les valeurs de l'entreprise quand vous faites votre CV. Mais vous voyez, c'est vraiment 1 à 2 pages. Si vous êtes très expérimenté, on peut tolérer la 3e page. Mais dans un CV allemand, il n'y a pas de phrase. Ce ne sont que des mots-clés très courts où vous citez votre expérience et puis votre formation, vos centres d'intérêt. Et évidemment, comme en France, il faut l'envoyer au format PDF parce que sinon ça ne fonctionne pas. Comme c'est comme voilà. on le voit, on l'a vu à l'antenne, c'est très simple et très court. C'est ce qui plaît aux recruteurs. Voilà, tout à fait. Le recruteur, il a je sais pas s'il a 1 minute pour regarder un CV. S'il correspond, il va le lire de façon détaillée. Si ça correspond pas, il va le mettre de côté. D'accord. Et il faut bien évidemment mettre son niveau de langue si on est C1, B2, B1, A1. Le mieux, c'est le plus, c'est le C1 ou C2. Mais si vous êtes en B2, il faut savoir que l'équivalence, vous comprenez, vous parlez, vous pouvez vous exprimer de façon couramment. Mais il faut jamais mettre bilingue. Ou alors, vous l'êtes vraiment, mais c'est très rare. On met plutôt Verhandlungssicher in Wort und Schrift, ça veut dire je suis capable de négocier en allemand à l'écrit et à l'oral. Est-ce qu'il y a des informations à savoir quand on parle de nos diplômes français sur les CV? Parce que j'imagine que ça se reconnaît pas. J'ai entendu parler des suppléments au diplôme. Qu'est-ce donc? Oui, tout à fait. Ça a été mis en place par la Commission européenne, par l'Union européenne, puisqu'on a les équivalences quand même différentes. En France, les professeurs d'université ou des grandes écoles sont plus sévères, à mon avis, que dans les systèmes scolaires, dans les universités allemandes. Et de ce fait, les Français étaient pénalisés parce que les employeurs allemands parfois regardent les notes du bac, les notes de master, les notes de bachelor. Et de ce fait, les notes françaises étaient plutôt assez basses et ça empêchait en fait un recruteur de prendre un jeune Français en stage, par exemple, parce qu'il estimait que sa note n'était pas assez bonne. Donc, dans le supplément diplôme, on remet tout ça en perspective. On explique que la note, en fait, ça peut être un 13 et c'est une excellente note puisque c'est la meilleure note du groupe. Et on explique ce qu'on a étudié, dans combien d'élèves étaient dans cette classe, par exemple. Donc, on remet en perspective les études qu'on a faites. Et c'est très important, notamment pour les jeunes, pour trouver et défendre leur diplôme auprès des entreprises allemandes. Ça, c'est capital. Il faut toujours s'occuper de son supplément au diplôme, c'est ça? Voilà. Il faut le demander à l'université. Elle doit le faire en anglais et c'est quelque chose à garder. Voilà. Et au niveau des salariés qui ont déjà une expérience de travail, est-ce qu'il faut là également justifier de tous les certificats de travail? C'est important le certificat de travail en Allemagne. Alors, il y a 2 choses. Le certificat de travail allemand, c'est pas le même que le certificat de travail français. Le certificat de travail allemand, on vous le donne à la fin de votre parcours, mais il faut être en présence de l'employeur pour ce certificat, parce qu'en fait là pour le coup c'est la langue de bois. On peut penser avoir une très bonne appréciation, en fait pas du tout si on n'a pas des superlatifs. Il y a des livres entiers qui sont écrits sur le certificat de travail, parce qu'en fait si vous n'avez pas un bon certificat de travail en Allemagne, vous aurez du mal à retrouver un emploi derrière. En France, le certificat de travail que l'on a, il faut pas le donner parce qu'il correspond à un mauvais certificat de travail en Allemagne. C'est-à-dire qu'on donne le minimum, on dit vous êtes embauché de telle date à telle date pour tel emploi. Ça correspond à un mauvais certificat de travail. Donc, ce qu'on conseille, c'est dire que ça n'existe pas. On n'a pas le droit de faire de certificat de travail comme en Allemagne, en France. Par contre, on a le droit de donner des lettres de recommandation. Et là, oui, ça marche bien. D'accord. Pour accompagner son CV, il faut pour une entreprise allemande l'accompagner de lettres de recommandation. Alors, bon, j'ai fait mon CV, j'ai mes lettres de recommandation. Est-ce qu'il y a en matière de lettres de motivation des trucs et astuces à savoir, parce que la culture allemande est sans doute différente? Oui, tout à fait. La lettre de motivation, la même chose. Elle doit être simple, modeste, aérée, structurée, comme vous le voyez, avec des paragraphes. Faut surtout pas répéter son CV, mais expliquer pourquoi justement on est la bonne personne, qu'est-ce qu'on apporte à l'entreprise, pourquoi moi en tant que Français, avec la formation que j'ai eue, je pourrais intéresser l'entreprise pour laquelle je souhaite travailler. Donc ça demande une recherche sur l'entreprise pour laquelle on va postuler, quelles sont ses valeurs, la connaître un petit peu quand même
et ne pas envoyer au hasard ces informations. D'accord, donc il faut être très concis, très précis et voilà, ça change pas mal de ce que l'on peut voir sur le marché de l'emploi en France. Est-ce que l'entretien aussi est différent? L'entretien, oui, est assez différent puisque là, on rentre souvent dans le vif du sujet. On ne tourne pas autour du pot. On se regarde droit dans les yeux et c'est par contre, à mon avis, plus cool qu'en France parce qu'il n'y a pas de problème de hiérarchie dans les entreprises allemandes. On se considère au même niveau. Ce qui est important, ce sont les compétences qu'on apporte. Tout le monde est compétent dans tous les domaines, chacun dans son domaine, et donc il n'y a pas de, on regarde pas les gens de haut quand on passe un entretien. Chacun n'est pas voilà jugé à à ses compétences en fait. Quels sont les points qu'il faut absolument voir lors de l'entretien en tant que salarié postulant? Alors déjà, la première chose, il faut arriver à l'heure, ou vraiment on peut 5 minutes avant. Arriver en retard, c'est un manque de respect, et là vous avez tout perdu. Ensuite, il faut convaincre par ses compétences. C'est ça l'important. C'est pas forcément les diplômes. Il faut savoir qu'en Allemagne, beaucoup de personnes font un système dual, c'est-à-dire une formation d'alternance après le bac ou même après ce qu'on peut appeler l'équivalent du brevet. D'accord. Et donc, on peut discuter dans un entretien. L'employeur peut vous demander tout de suite quelles sont vos prétentions salariales. Donc, d'accord. Là, il faut aller voir les conventions collectives. Voilà. Et ça, c'est assez difficile pour nous Français de découvrir les conventions collectives allemandes. Oui, il y en a plus de 75 000 et et toutes les entreprises n'ont pas de convention collective, mais quand il y en a une, il faut pas hésiter à demander à quelle convention collective on appartient. Et dans ces conventions collectives, on apprend combien de jours de vacances vous avez le droit, quelle est la grille salariale. Vous apprenez beaucoup de choses et ça peut vous préparer du coup pour votre entretien ou deuxième entretien. Donc j'imagine que pour maîtriser ces conventions collectives, il y a des sites internet et tout est écrit là en allemand. Il faut bien maîtriser la langue pour aller chercher tous ces détails. Est-ce qu'on peut être accompagné? Il y a des gens qui peuvent nous expliquer, parce que 75 000 conventions, vous me disiez tout à l'heure, c'est énorme. C'est énorme, oui, c'est selon les entreprises. Voilà, si vous avez des conventions qui s'adaptent à chaque type d'entreprise, ça peut être il y a beaucoup de PME, donc voilà. Donc, ça fait partie des questions qu'on peut poser pendant l'entretien, où il faut connaître l'information avant. Si vous la connaissez avant, c'est un plus parce que vous savez comment vous allez pouvoir négocier. Mais par contre, le jour de l'entretien, au contraire, oui, mais il faut pas hésiter. Il faut toujours poser des questions en fait lors d'un entretien. La personne qui ne pose jamais de questions, elle est vue comme une personne qui est inintéressée par le job. Mais ça peut être sur des projets en cours, mais aussi sur... Est-ce qu'on peut poser des questions sur la vie dans l'entreprise? Bien sûr, oui, s'il y a des cantines, s'il y a des crèches, s'il y a des salles de repos, s'il y a des sorties d'équipe, combien de personnes vont travailler, s'ils travaillent sur un open space ou si c'est fermé. Oui, bien sûr, il faut poser vraiment énormément de questions à la fin de l'entretien. Ça montre son intérêt. Oui, mais poser des questions sur les salles de repos, sur les salles de sport, est-ce que parfois en France ça peut être mal vu? En Allemagne, c'est bien vu? On peut dire que ça peut être bien vu parce que vous avez en ce moment une recherche d'emploi assez forte. Beaucoup d'entreprises, notamment les plus grosses qui peuvent se le permettre, mettent à disposition pour attirer justement la main-d'œuvre ce genre de choses. Et ils savent que les jeunes sont de plus en plus sensibles à ce genre de choses. Oui. Ça répond peut-être en partie à une question qui est arrivée sur le chat. C'est quelle différence culturelle faut-il surtout prendre en compte si l'on souhaite travailler en Allemagne? Alors, arriver à l'heure, ça c'est la première chose. Et dire les choses sans détournement. Il faut être franc, direct, il faut pas avoir de soucis. Il faut savoir aussi que l'employeur allemand vous juge, on va dire, juge votre travail dans la journée et peut être complètement différent en dehors du travail. Il y a vraiment une séparation entre vous en tant que personne travaillant pour un poste et vous en tant que personne en dehors du travail. D'accord. Rigueur, sérieux et après...
et après 18h, 19h, je ne sais pas, en fonction Parfois de l'horaire, 17, bon, voilà. parfois 17, la vie change et les relations humaines changent. Et voilà, les relations humaines changent, tout à fait. Ça, c'est la grande différence culturelle. Après, j'avais quand même une question sur plus globalement les salaires, parce que on trouve un emploi et entretien, on est embauché, on a parlé de salaire, les conventions collectives qu'il faut maîtriser, mais globalement, les salaires en Allemagne, ils sont intéressants, ils sont plus élevés qu'en France, moins élevés, c'est par secteur. C'est par secteur plutôt, et ça dépend si vous êtes pour une grosse entreprise ou une plus petite, une PME. Bon, évidemment, ça sera différent, mais vous ne ferez pas le même travail. La grosse différence, quand même, c'est au niveau du professorat, de l'enseignement. Je crois que vous avez mis une slide là-dessus. Là, voilà, vous avez ici pour un professeur des écoles, donc en primaire, vous voyez le salaire médian, c'est quand même 4 444 € brut. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France, par exemple. Ouais. Voilà, donc c'est intéressant. Donc, mais est-ce que l'Allemagne recrute des professeurs des écoles? Ah oui, tout à fait. Oui. Ah oui, dans tous les domaines, dans l'enseignement, que ce soit pour les crèches, les écoles, la formation continue, la formation pour apprendre la langue aussi aux migrants. Au niveau éducatif, on recrute beaucoup. Ils recrutent beaucoup. Vous n'allez pas faire plaisir là tout de suite au ministère de l'Éducation nationale français, parce que effectivement, les offres peuvent être alléchantes. Autre question, on part s'installer en Allemagne, on a un emploi, certes un bon salaire, mais est-ce que pour s'installer, est-ce qu'il y a des coûts, notamment le logement, en matière de logement, la location, les prix à l'achat, c'est élevé? C'est quoi l'état du marché? Alors le marché bouge beaucoup depuis quelques années. Berlin était encore abordable. Je pense qu'il est vraiment abordable par rapport à Paris. Ça dépend toujours où est-ce qu'on se situe. Mais les villes les plus chères, vous voyez, c'est pas la capitale, c'est vraiment Munich. Munich est la ville la plus chère. Je vais vous passer la slide sur Munich. On est à la location 20 € du mètre carré. Oui. C'est pas mal. Et puis pour les maisons, voilà, vous avez aussi 19,5 € du mètre carré. Munich, il y a une crise du logement parce qu'il y a énormément de gens qui sont attirés parce que la vie à Munich est très agréable. Vous avez la montagne juste à côté, vous avez des entreprises très performantes, une qualité de vie vraiment sympathique. Donc Munich se bat avec aussi Hambourg, l'autre ville très chère, c'est Hambourg, Francfort. Mais ça reste moins cher, on est à 14 € du mètre carré, c'est à la location là. Voilà, c'est à la location. Et il faut savoir aussi qu'on estime qu'un logement décent, par exemple pour avoir le droit à la location logement comme la CAF, un logement décent en Allemagne, pour une personne, il faut compter 15 mètres carrés par personne. En France, c'est 9 mètres carrés. D'accord, donc il faut investir. Juste une question, vous parliez de CAF, alors parlons-en, tout ce qui est autour de la sécurité sociale, l'assurance maladie, la fiscalité, comment ça se passe quand on part s'expatrier en Allemagne? Il faut se préparer, on part pas comme ça sur un coup de tête, c'est bien mieux de se préparer. Donc déjà, il faut avoir la carte européenne d'assurance maladie. Dès que vous franchissez la frontière à Kiel, il suffit que vous descendiez du train, vous tordez la cheville. Si vous avez cette carte, vous n'allez pas avancer les frais. Sinon, c'est vous qui allez tout payer. Donc, première chose. Ensuite, vous avez la Caisse des Français de l'étranger, la CFE.fr sur le site. Ouais. Et le CLAIS, c'est vraiment le CLAIS. C'est très important. D'ailleurs, c'est eux qui ont organisé ce salon. C'est co-organisateur. Coordonné, pardon. Et vous avez énormément d'informations sur les pays. Vous avez l'explication sur la sécurité sociale en Allemagne. Au niveau de la retraite aussi, vous avez des informations. Si vous êtes frontalier, il faut vraiment aller chercher sur ce site-là. Il faut savoir aussi que si vous partez moins de 183 jours, vous êtes imposé en France. D'accord. Mais 184 jours, vous êtes imposé en Allemagne. D'accord. Et donc là, imposition à la source depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et si on veut avoir plus d'informations, donc vous donniez des informations sur l'assurance maladie, sur la prise en charge des soins. On va sur le site Euroconsommateur, j'imagine.
Alors, vous avez le Kleis, Europe Ouais. consommateur, c'est pour les personnes qui consomment, qui achètent des biens, des voitures, etc., qui peuvent avoir un souci avec le vendeur, par exemple. Donc là, on peut faire appel à eux. Si vous partez en Allemagne et que vous voulez connaître des informations sur le déménagement, sur les plaques d'immatriculation, aussi sur la retraite, par exemple, vous avez Infobest. Et là, vraiment, ce sont des juristes qui connaissent le droit allemand, français, luxembourgeois, suisse, qui peuvent vous informer gratuitement sur vos droits et vos devoirs quand vous partez dans un pays. Est-ce qu'on a fait, on va dire, un tour rapide, parce que c'était intense. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous pouvez aller dans les espaces du salon, avoir plus d'informations, poser des questions sur les chats, que ce soit par exemple le Kleis, mais aussi sur les stands des différents intervenants des conférences. Mais il y a des questions auxquelles on va répondre. Alors, j'ai une question d'un jeune, visiblement. Je souhaite faire une alternance en Allemagne. Est-ce que c'est bien vu en Allemagne de faire une alternance? Ah oui, tout à fait. Au contraire, comme je le disais tout à l'heure, la plupart des Allemands, on va dire en majorité, font de l'alternance. En France, on va dire, on est très fiers de dire, moi je sors de l'ENA, j'ai fait une grande école, et en Allemagne, on va vous dire, moi j'ai fait Mercedes. Donc voilà, ça pose tout de suite la différence entre la France et l'Allemagne. Combien de temps avant le départ faut-il se préparer pour travailler en Allemagne? Est-ce que ça peut être rapide finalement? Ce que j'entends dans cette question. Si vous parlez allemand, ça peut être rapide. Si vous avez déjà des informations auparavant, ça peut être rapide. Par contre, si vous souhaitez avoir des aides dont on a parlé, les papiers à remplir, etc., ça prend un certain temps. Il faut se préparer quand même un petit peu. Bon, on y a un petit peu répondu. Est-ce que le marché du travail franco-allemand est grand? On va dire qu'il est important, surtout le Grand Est, la région parisienne. Là, vous avez l'essentiel des entreprises allemandes et françaises. Mais vous avez aussi de plus en plus d'échanges avec l'Occitanie, par exemple. Avec l'Occitanie. Quels sont Alors, on a parlé des différences culturelles. Il faut se préparer en amont, bien en amont. Est-ce qu'il y a, pour vous, 3 conseils clés? Déjà, je pense qu'il faut avoir confiance en soi. Il faut se dire que c'est une aventure, comme quand on part dans tout pays étranger. Parler allemand, regarder les joueurs droit dans les yeux, poser des questions, toujours poser des questions, ne pas s'attendre à ce que on soit vu, on soit mis de côté. Si on ne sait pas, on pose des questions. Ça, c'est important. C'est-à-dire l'honnêteté, la franchise, même dans l'ignorance, c'est apprécié. Tout à fait, tout à fait. Et il ne faut pas hésiter à parler, même si on fait des fautes, c'est pas grave. Au contraire, notre accent est charmant selon les Allemands, donc il faut en profiter. Est-ce qu'il y a d'autres points à aborder, par exemple les conditions d'entrée en Allemagne, ça passe par quoi? Où est-ce qu'on peut se renseigner? C'est facile. Bon, on est européen, on circule facilement, mais quelles sont pour vous les 3 petites choses ou les premières étapes à suivre quand on part s'installer en Allemagne? Alors, la première chose, je vous invite à aller sur le site internet de l'ambassade d'Allemagne, allemageenfrance.diplo.de. Là, vous avez toutes les informations pour l'entrée sur le territoire allemand. Et selon les lenders, actuellement, avec la crise du Covid, vous avez des informations aussi selon les lenders. Ils sont indépendants à ce niveau-là. Ensuite, vous avez aussi des informations concernant, comme je le disais, les véhicules, les vignettes qu'il faut acheter lorsqu'on doit se garer dans les villes. Certains véhicules n'ont pas le droit de circuler s'ils sont trop polluants, des choses comme ça. Oui, il y a une réglementation forte sur les véhicules polluants. C'est plus sévère qu'en France. Oui, et puis vous pouvez pas rentrer dans une ville si vous n'avez pas acheté une vignette particulière qui correspond à votre taux de pollution. Voilà, il faut vraiment rentrer dans la réglementation allemande qui est vraiment différente qu'en France. Elle est un peu différente, oui, on va dire. Voilà. Et si on veut aller plus loin, est-ce que à l'ambassade vous proposez des publications, des documents à disposition?
Oui, tout à fait. On a des documents sur les différents lenders, sur le système fédéraliste pour connaître un petit peu le fonctionnement qui est différent du nôtre. Vous avez une brochure sur la recherche d'emploi et de stage en Allemagne que je suis actuellement en train d'actualiser. Bon, vous pouvez toujours la voir sur le site internet. Et puis, nous avons aussi une rédactrice qui écrit tous les 3 jours sur l'Allemagne, donc pour être au courant de ce qui se passe. Lors d'un entretien, ça peut être utile de savoir ce qui se passe en Allemagne et là, vous avez les informations en français. D'accord, donc plein d'informations à suivre grâce à l'ambassade. Merci beaucoup, Madame. Est-ce que s'il y avait un mot de la fin, ce serait quoi? Quel est le message que vous avez envie de faire passer à tous ceux qui nous écoutent? Jeunes étudiants, jeunes salariés, salariés confirmés, demandeurs d'emploi, parlant tous l'allemand ou retraités, voulant partir et vivre en Allemagne. Il ne faut pas hésiter à franchir le Rhin. Je pense que vraiment, ça vaut le coup. Une fois qu'on y a goûté, on y revient. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes et notamment à Katharina qui a fait la médiation entre les internautes et le plateau. On se retrouve bientôt pour une autre conférence sur le salon Sexpatrié 2022. Mais sachez que vous retrouverez en replay ces conférences sur le site et sur la chaîne YouTube du salon Sexpatrié. Au revoir et à bientôt.